Alors, bonjour à tous. Je suis en train de partager le fichier. Néanmoins, c'est le fichier de Monsieur Jolivet que l'on voit à l'écran. Non, c'est bon. Alors. Est-ce que ton diaporama apparaît, Lydie? Parce que moi, je ne le vois pas. Non, mais j'essaie. Je suis en train de le télécharger, enfin D'accord. il est en train de se charger. Hop. Attendez, je vais recommencer la manipulation. Oulash, on t'écoute si tout est prêt pour toi. Le problème, c'est que je ne le vois pas, le diaporama. J'ai l'impression que j'ai un bug sur mon ordi. Je peux, si le diaporama est visible par ailleurs. Le diaporama est visible, Madame Carrara. Très bien. Oulash, pour pas trop faire attendre les auditeurs, je me lance et puis. Est-ce que les participants voient le diaporama? Vous pouvez répondre par le chat. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que c'est bon? C'est bon, Madame Carrara. Eh bien, avec Oulash, nous vous proposons une première réflexion et cette réflexion est guidée par la question suivante. Quel dispositif peut-on mettre en place en classe pour faire pratiquer l'oral? Et pour répondre à cette question, on a utilisé le programme de géographie de la classe de seconde générale et technologique. Et nos objectifs ont été triples. Le premier objectif, c'est de distinguer avec vous les différents types d'oraux dans le quotidien de la classe. Et le fait de distinguer les différents types d'oraux va nous permettre de proposer des dispositifs qui vont être diversifiés, mais surtout qui vont être intégrés dans les apprentissages quotidiens pour travailler à la fois les notions, alors là en l'occurrence c'est les notions de géographie et les compétences d'expression orale. Le troisième objectif est de scénariser la pratique de l'oral et comme je le disais tout à l'heure, on s'est basé sur le programme de géographie de seconde. Et la première chose qu'on va garder en tête, c'est qu'on peut diversifier les moments
les moments auxquels l'élève va prendre la parole, que ce soit pour ouvrir la séance, pour mettre en œuvre le travail des notions, pour clôturer la séance ou au contraire un petit peu plus tard lors d'une activité de remédiation. Donc ça c'est un premier élément, c'est un premier levier pour diversifier les moments. On peut aussi diversifier, deuxième chose, les types d'oraux qui vont être travaillés, et il y en a deux sortes. Alors, les oraux monogérés, on désigne par oral monogéré une prise de parole en continu qui est gérée par un ou plusieurs élèves. On a l'habitude de les appeler les exposés. Et effectivement, dans ce qu'on a entendu précédemment, c'est la première partie du grand oral. Il faut aussi prendre en compte qu'il y a une possibilité de travailler les oraux en interaction, et un oral en interaction va supposer des échanges entre plusieurs interlocuteurs. Et là, quand on parle d'échange, eh bien, on se situe dans les deuxième et troisième parties du grand oral. Et que ce soit les oraux monogérés ou les oraux en interaction, eh bien, on va garder en tête qu'on va pouvoir les travailler devant la classe, en individuel, donc si c'est un oral monogéré, mais également en petits groupes. Et si on prend en compte ce cercle en entier, eh bien, on a des dispositifs assez variés et on va vous en présenter quelques-uns. En commençant par les oraux monogérés. Il y a certains dispositifs, je ne sais pas si on voit mon petit curseur, mais certains dispositifs que l'on connaît, le genre de l'exposé, par exemple, on le connaît parce qu'il fait partie de nos pratiques quotidiennes. Et certains autres dispositifs qui sont moins fréquents et qu'on pourra retrouver sur le diaporama. Alors, notamment, par exemple, la classe puzzle. La classe puzzle désigne, ce dispositif a plusieurs noms, hein, mais le fait de travailler dans un premier temps en groupe, qu'on peut surnommer des groupes d'experts ou des groupes d'origine, puis de mixer les groupes. Et là, on voit bien que c'est un oral qui va se faire entre les élèves. Et qui, du coup, va pouvoir être beaucoup plus fréquent. Alors, vous pourrez retrouver ces différents dispositifs plus en détail, parce que il est vrai que avec Oulash, on a décidé de nous focaliser sur un dispositif en particulier pour le décliner et vous montrer comment on peut le mettre en œuvre. Sur les oraux polygérés, on a également énormément de dispositifs, certains qu'on connaît bien, comme le débat mouvant, par exemple, et puis d'autres que l'on met en œuvre également de manière assez régulière, notamment les interviews de binôme ou le puzzle de binôme. Le puzzle de binôme, par exemple, eh bien, comme son nom l'indique, c'est le fait de faire travailler une thématique à certains binômes, une autre thématique à d'autres binômes, puis de mixer les groupes pour une mise en commun. Et cette mise en commun étant une mise en commun, bien entendu, de la notion que l'on est en train de travailler, mais surtout une mise en commun qui passe par le vecteur oral. Alors, si maintenant on se focalise sur un dispositif rapidement, eh bien, on pourrait regarder du côté d'un dispositif qu'on pourrait surnommer le guide d'exposition. Avec Oulash, on choisit ce thème 4, qui est le thème conclusif du programme de seconde sur l'Afrique australe, un espace en profonde mutation. Et en
mettant en œuvre le dispositif que je vais dérouler maintenant, eh bien, on va s'apercevoir que, premièrement, ce qui peut être rassurant, c'est qu'on est sur un dispositif qui met en œuvre une modalité que l'on connaît bien, c'est-à-dire le dispositif de l'exposé. Néanmoins, ces exposés sont réalisés devant des petits groupes d'élèves, ce qui va diminuer le stress lié au passage à l'oral. Et l'autre vrai plus de ce dispositif, c'est que tous les élèves prennent la parole au cours de l'activité. Alors, pour comprendre plus en détail ce dispositif-là, pardon, j'étais un petit peu... Hop. J'ai besoin de ça. Il faut imaginer notre classe divisée par exemple en 4 groupes. J'ai attribué une couleur à chacun des groupes. Chacun de ces groupes va devoir réaliser un support visuel et c'est pour cela qu'on emploie le terme guide d'exposition puisque ce support visuel va être affiché dans la classe. Et il va falloir s'imaginer au mur avoir, là en l'occurrence, j'ai 4 supports visuels parce que j'ai 4 groupes de travail. Et le lendemain, enfin après la réalisation du support visuel, les groupes sont mixés, si bien que dans mes nouveaux groupes, j'ai un représentant de chaque groupe initial qui a travaillé la veille. Et va s'engager une rotation, comme on le voit sur la partie droite de l'écran. Et cette rotation va porter mon groupe auquel j'ai attribué la lettre A. Eh bien, ce groupe va bouger dans la salle de classe. Et lorsqu'ils sont devant le support violet, eh bien, c'est l'élève qui a travaillé sur ce support violet qui réalise son exposé face à son petit groupe, à son groupe d'élèves. Pendant ce temps, ses camarades prennent des notes. Au bout du temps imparti, eh bien, mon groupe A va passer au support rose. Et là, on comprend eh bien, que c'est l'élève rose qui va prendre la parole. Et là, on a un dispositif de classe qui va permettre, premièrement, dans l'étape 1, une négociation entre élèves et donc un travail des compétences orales vraiment sur le long cours, puisque les élèves vont travailler entre eux ces compétences orales. Et lorsque l'exposition, on pourrait dire, se met en place, eh bien, l'élève fait son exposé devant ses camarades. Et le professeur va pouvoir évaluer, s'il le souhaite, en tout cas enregistrer les différentes prestations. Et on peut imaginer plusieurs solutions, notamment un enregistreur qui serait placé devant chaque support ou au sein de chaque groupe. S'il est placé devant chaque support, eh bien, le travail sera celui de comparer les différents exposés pour ensuite en souligner les critères de réussite, par exemple. Et s'il est placé dans le groupe, eh bien, ça va permettre au groupe, eh bien, éventuellement, de s'appuyer sur l'enregistrement pour prolonger le travail. Voilà. Je vais passer la parole à mes collègues. Néanmoins, parce que j'ai épuisé mon temps, néanmoins sur le diaporama, vous pourrez retrouver d'autres dispositifs qui sont détaillés. Merci beaucoup, Madame Carrara et Monsieur Houillard qui a contribué à cette proposition. Oui. Nous passons la parole à Anne Salvagnac pour une nouvelle proposition. Alors, bonjour à tous. Je n'arrive pas à partager mon contenu. Je ne sais
pas comment c'est possible. Est-ce que vous m'entendez? Nous vous entendons très bien, Madame Salvana. Vous avez normalement les droits pour partager votre contenu. Vous pouvez cliquer sur le bouton partager en bas de l'écran. Je n'y arrive pas. Le bouton reste grisé, je ne peux pas y accéder. On peut le mettre à l'écran et puis on va vous redonner la main ensuite pour le commentaire si vous voulez. Merci. Est-ce que vous Alors, merci. voyez à Oui. l'écran? Oui. Merci. Alors, je vais essayer donc là de vous retenir la main. Voilà. Normalement, vous pouvez faire défiler désormais. Non? C'est de nouveau le PowerPoint de Monsieur Jolivet, Lissimaker qui apparaît. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est peut-être que vous n'hésitez pas, je vais faire défiler le PowerPoint pour vous. Alors, c'est ma collègue qui commence du coup. D'accord. Alors, hop, n'hésitez pas à me redonner. Voilà. N'hésitez pas à indiquer les diapositives à afficher. C'est à vous. Très bien. Bonjour à tous. Alors, nous avons donc travaillé sur le tronc commun histoire de la seconde à la terminale. Donc, sous cet angle, rendre compte d'une recherche en histoire en développant des compétences disciplinaires. Vous pouvez un peu si vous Donc, on a cherché à établir une progressivité des attendus en partant des critères de réussite exposés dans la grille indicative du grand oral, donc progressivité des attentes de la seconde à la terminale. Nous avons cherché également à établir des grilles qui soient à la fois des supports pour prendre la parole à l'oral et des supports pour évaluer. Et côté élève, il s'agit bien d'être capable de rendre compte d'une recherche en histoire en travaillant de façon de plus en plus autonome et en exerçant de mieux en mieux aussi son esprit critique. Je détaille ces objectifs donc, sur les diapositives suivantes. Donc, travailler l'oral comme un vecteur d'apprentissage des capacités disciplinaires. Si on prend l'exemple de mettre une figure ou un événement en perspective, voilà la progression que nous avons envisagée en partant du programme de seconde où les points de passage et d'ouverture portent fréquemment sur des personnages historiques. Donc, amener les élèves à être capables de relever les points essentiels dans une biographie, à restituer ainsi l'essentiel du parcours d'un personnage en mobilisant également des connaissances issues du cours. En première,
On ajoute une dimension argumentative, puisqu'il s'agit de connaître suffisamment le rôle d'un personnage dans un contexte historique pour s'approprier ses arguments et les confronter à d'autres acteurs, donc être capable aussi d'interagir. Et enfin, en terminale, les points de passage et d'ouverture portent davantage sur des événements historiques que nous suggérons de faire analyser aux élèves en étant attentifs à cette dimension d'esprit critique. Deuxième objectif donc, que j'évoquais, établir une progressivité des attentes. Donc, nous sommes partis des grandes catégories de la grille indicative du grand oral, donc paru au BO, et nous avons cherché à chaque fois à pointer les éléments à travailler avec les élèves en établissant pour chacun de ces éléments une progression de la seconde à la terminale. Donc, si on prend l'exemple ici de l'adresse, le fait d'adresser ses propos, en seconde, il s'agit avant tout de travailler à l'élaboration de notes sans tout rédiger et la capacité à faire des allers-retours entre les notes et l'auditoire. En première, limiter davantage le recours aux notes, qui serait encore moins rédigé, qui fonctionnerait par mots-clés et la capacité pour l'élève à s'en détacher pour embrasser l'ensemble de l'auditoire. Et en terminale, la capacité à s'exprimer, au moins ponctuellement, sans notes. Qui mobilisé dans le cadre formatif. Titre introductif va vous présenter qui vise vraiment à construire ces grilles avec les élèves dès le tout début donc du lycée. Ces grilles sont reprises en première et terminale avec donc de nouvelles attentes et en étant également ajustées aux exercices demandés, par exemple le débat qui nécessite d'autres types de compétences aussi en termes de réactivité. Et enfin, quatrième donc objectif, faire en sorte que l'élève soit en mesure de rendre compte d'une recherche en étant donc de moins en moins guidé. Donc nous suggérons en seconde de les guider par un corpus documentaire. Vous trouverez la proposition détaillée en ligne sur le site académique. En première, il s'agirait de partir d'une sélection de ressources numériques, les élèves étant amenés à analyser par eux-mêmes la pertinence de ces ressources, mais en étant guidés par cette sélection. Là aussi, nous avons fait une proposition qui sera en ligne. Et enfin, en terminale, pensons aussi à la question problématisée. Ils ont une recherche à mener à partir d'une problématique et c'est à eux d'identifier les ressources pertinentes. Et là, nous vous présenterons pour finir le dispositif pédagogique que nous avons envisagé pour en rendre compte à l'oral. Je cède la parole à ma collègue pour les propositions pédagogiques, donc début de seconde et année de terminale. On vous entend. Voilà. Excusez-moi. Donc, j'étais en train de dire toute seule, du coup, que en fait, sur ce PowerPoint, vous allez trouver donc deux propositions, ce que nous a dit ma collègue, c'est-à-dire une première proposition en seconde qui normalement est enrichie d'une deuxième qui figurera sur le PowerPoint en ligne sur le site académique. Donc, ce que nous proposons de faire, en fait, c'est de commencer vraiment par cadrer en fait l'oral quelque part dès les premiers cours du programme de seconde et notamment avec le chapitre introductif sur la périodisation. Il nous semble important, du coup, d'organiser notre réflexion en deux points. D'abord, cadrer vraiment avec ce premier chapitre une réflexion, donc bien sûr sur le temps, mais ça c'est plutôt du point de vue du contenu, et sur l'oral qu'on introduit donc vraiment en tout début d'année de seconde. L'intérêt est de faire pour les élèves et aussi bien sûr pour le professeur un fil rouge de l'oral de l'année de seconde jusqu'à la fin de l'année et bien sûr a fortiori jusqu'à la fin du cursus en terminale. Alors ce que nous proposons, c'est donc, en amont, on imagine que les élèves auraient travaillé un petit peu déjà sur la question de la périodisation avec leur professeur. Et donc, la séance que l'on propose, ça serait une séance composée de 3 temps. Dans un premier temps, l'élève comparait un extrait vidéo de l'émission en ligne sur Arte qui s'intitule « Quand l'histoire fait date » de Patrick Boucheron. Donc, il y a par exemple une émission sur l'année 1492 ou 1453 qui permet du coup d'aborder la périodisation. Et l'intérêt, ça serait de mettre en comparaison d'une grille que je vais vous montrer par la suite, la proposition, enfin en tout cas l'exposé de Patrick Boucheron et ensuite un entre guillemets mauvais exposé du professeur qui reviendrait peut-être sur la même date ou sur une date différente. L'intérêt serait pour l'élève de comparer ces deux interventions et à l'issue de ça, d'essayer de comprendre comment, à travers l'oral, on essaie de faire du sens. Dans un deuxième temps, les élèves, sur forme de mur collaboratif, noteraient leurs informations et leurs observations sur les oraux qu'ils ont observés. Et dans un troisième temps, le professeur distribuerait des grilles afin d'essayer de montrer justement le lien entre contenu et forme pour voir effectivement dans quelle mesure l'oral permet de faire sens.
Donc, dans un premier temps, donc il s'agit de la diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. Dans un premier temps, donc, les élèves disposent d'une grille. Cette grille leur permet d'analyser les deux moments d'oral du cours, l'oral de Patrick Boucheron et l'oral de leur professeur. Et le professeur va leur demander d'observer aussi bien le langage non verbal, finalement, ce qui n'est pas dit, mais qui émane de la part de la personne qui intervient, mais aussi d'essayer d'évaluer le contenu scientifique. Ce premier temps permet donc ensuite d'élaborer dans un deuxième temps une grille. Alors, il s'agit de l'autre diapositive. Donc, dans un deuxième temps, le professeur distribue une grille. Alors, c'est la grille de gauche que vous voyez. Au départ, l'élève ne dispose pas de la grille de droite avec une consigne. À l'aide du mur collaboratif et de cette première grille extrêmement simplifiée, l'élève doit essayer de former finalement sa grille lui-même pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait évaluer un oral. Donc, l'intérêt ici est d'essayer de mettre l'élève vraiment face finalement aux capacités qui vont être entendues dans le grand oral, puisque les items qui ont été ici conservés, finalement, qualité et construction de l'argumentation et qualité du contenu, sont des items du grand oral. Et donc, à partir de cette première grille, l'élève construit donc une deuxième grille un peu plus développée pour essayer de voir comment répondre, comment utiliser le contenu. Dans un deuxième temps, l'élève fera aussi une autre grille. Donc là, la consigne serait la suivante. Donc, à l'aide toujours des réponses, essayer de détailler le tableau suivant en proposant des sous-catégories. Ici, l'élève doit essayer plutôt d'analyser les qualités orales qui sont demandées. Donc, qualités orales qui sont elles aussi répertoriées dans la grille du grand oral. Donc, par exemple, essayer de regarder si l'oral est audible, si l'oral réussit à capter l'auditoire, et enfin, si la personne qui parle fait preuve d'une bonne énonciation ou encore d'une utilisation correcte de la langue. Alors, dans un deuxième temps, il sera demandé, donc ça n'apparaît pas sur le PowerPoint, mais aux élèves d'analyser une figure historique à travers la figure de Périclès. Vous disposerez de cette ressource dans le PowerPoint qui sera en ligne. Et dans un autre temps en première, il s'agit ici d'utiliser l'oral dans un temps plus partagé avec le reste de la classe pour faire un débat autour d'une séquence qui concerne la Révolution. Le but de notre progression de la seconde à la terminale est d'arriver finalement en terminale à des objectifs encore plus approfondis. Donc le dispositif que l'on propose pour la classe de terminale ici est un peu plus lâche, entre guillemets, volontairement. Dans un premier temps, donc il s'agit, merci. Dans un premier temps, en fait, ce dispositif, il est assez ouvert, on va dire, pour pouvoir être réutilisé à différents moments de l'année. Là aussi, on se propose de l'utiliser pendant différents points de passage et d'ouverture. L'intérêt pour les élèves, c'est d'une part d'essayer de travailler un événement historique, de faire preuve aussi de recul critique par rapport à cet événement-là, et enfin, bien entendu, d'utiliser finalement les items spécifiques à l'oral qu'ils auront travaillé déjà de la seconde à la première. L'intérêt en fait ici est d'amener l'élève à changer de point de vue, c'est-à-dire qu'on va faire, alors c'est la diapositive suivante, excusez-moi, on va faire des trios d'élèves. Donc en amont, on imagine que les élèves ont préparé en fait une recherche sur un événement historique et ce qu'on va leur demander, c'est de faire des trios, c'est-à-dire un trio entre un élève par exemple qui va présenter son oral, l'autre élève va jouer le rôle du jury qui va analyser en posant des questions sur le contenu, l'oral qu'il est en train d'évaluer quelque part, et la troisième personne va vraiment se focaliser sur les points de forme, c'est-à-dire sur vraiment la fluidité de l'oral par exemple, l'énonciation, etc. Et donc, en fait, l'intérêt ici, c'est que chaque élève connaît finalement le contenu, puisqu'ils ont préparé chacun de leur côté cette recherche sur l'événement historique, et la présentation, qui doit durer 5 minutes, tourne à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les rôles changent, il y a une rotation entre les rôles. Un élève qui va passer à l'oral devant ses camarades devient ensuite jury. L'intérêt, en fait, étant ici d'incarner quelque part le jury et de mieux comprendre aussi les attentes en les incarnant quelque part et en les évaluant. Alors, cette proposition pédagogique se fait aussi, bien sûr, en plusieurs temps, donc que je viens d'expliquer ici. L'intérêt, en fait, de cette proposition, c'est qu'elle peut être enregistrée. Donc, ça permet, bien sûr, d'une part, de gagner du temps pour le professeur, et d'autre part, ces enregistrements peuvent servir aussi, par la suite, de base pour peut-être des fiches de lecture, des fiches de révision, ou alors encore une manière de reprendre quelque part ces oraux pour corriger des points en fonction de ce qui aura été décidé par le professeur en annonce de la séance. Donc ces oraux se font aussi à partir d'une grille que nous vous proposons
en objectif, voilà. Donc, cette grille est bien sûr un peu plus complexe. Alors, elle reprend les items qui auront été travaillés en seconde et en première et qui sont les items de la grille du grand oral, mais si vous aurez sans doute le temps de les lire plus en détail, il s'agit de détailler un petit peu plus ce qui est attendu, donc pour que les élèves soient plus à même, quelque part, de se focaliser sur les points sur lesquels ils seront interrogés, du coup, à la fin de l'année, au moment du vrai grand oral. Donc, l'intérêt, en fait, de ces ressources-là, c'est d'essayer vraiment d'intégrer l'oral dans nos progressions et dans nos progressivités en histoire pour que les élèves possèdent cette culture de l'oral et réussissent finalement à s'entraîner en dehors de leurs heures d'enseignement de spécialité. Voilà. Merci beaucoup pour cette proposition. Alors, nous allons désormais passer la parole à un autre binôme, donc Monsieur Providence et Monsieur Tenas. Je suis en train d'essayer de charger le PowerPoint. Oui, alors je vais vous donner, pardon, Monsieur Providence, je vais vous donner la main. Normalement, vous avez dorénavant la main et vous pouvez partager du contenu. D'accord. Est-ce que le contenu de mon écran apparaît? Oui. Alors, nous vous proposons, si c'est possible, peut-être de le mettre en version diaporama. Oui. Ouais, alors pour une raison qui m'échappe, ça semble un petit peu compliqué. D'accord, nous vous laissons la main. Ok. Alors, donc nous, on est le binôme 2. On a travaillé donc sur le niveau premier, toujours à la préparation du grand oral, donc toujours en spécialité également. On avait deux axes de travail, hein. C'était, comme l'indique le PowerPoint, donc travailler l'oral pour penser dans le quotidien de la classe, et puis avec les élèves, essayer de développer la posture de questionnement. Alors, les objectifs, ils étaient donc en 5 temps. Tout d'abord, comme c'est indiqué, donc amener les élèves à s'interroger et à interroger. Faire en sorte que les élèves arrivent à développer par l'oral un questionnement approfondi. Faire aussi en sorte que dans le quotidien de la classe, finalement, l'oral soit un levier de la réflexion. Construire avec les élèves aussi un cheminement intellectuel et la question qui était un peu plus redoutable à traiter, c'était de parvenir à évaluer ce cheminement intellectuel et non son résultat. On proposera tout à l'heure des choses pour essayer de voir un petit peu comment on a essayé de résoudre ce problème. On a ensuite indiqué que l'oral, c'est une capacité qui est travaillée en spécialité avec un court extrait du programme où évidemment la compétence exprimée à l'oral est engagée. Partie du programme qui rappelle que évidemment les exposés individuels et collectifs sont largement pratiqués et qu'il faut parvenir à développer une parole régulière, structurée et pertinente. J'ajoute également qu'en terminale, la prise de parole est censée être évidemment plus longue dans l'objectif d'une préparation à l'examen. Alors voilà les activités qu'on a travaillées avec M. Tenas donc pour cette présentation. Évidemment, le temps qui nous est imparti va faire qu'on va en présenter qu'une chacun. L'intégralité de nos travaux sera disponible sur le site de l'Académie. Et je vais maintenant passer la parole à M. Tenas pour présenter son activité. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, la première activité qu'on vous propose aujourd'hui a pour but de faire travailler l'oral pour communiquer, bien entendu, mais aussi pour penser et pour restituer. L'activité que je vais vous présenter maintenant s'inscrit dans le thème 1 de l'enseignement de spécialité, comprendre un régime politique, la démocratie, et dans l'axe 1, penser la démocratie, démocratie directe et démocratie représentative. Si tu peux baisser, Mathieu, passer à la diapo suivante, s'il te plaît.
Donc, les élèves vont préparer des exposés. On leur propose 4 sujets. Alors, vous le voyez, avec à chaque fois un ensemble documentaire avec 4 ressources. Le premier sujet, c'est celui de l'exemple du Rojava, une expérience de démocratie directe en temps de guerre. Le sujet numéro 2 questionne la démocratie en Suisse et pose la question du modèle suisse. Le sujet numéro 3, cette fois-ci, c'est à l'échelle régionale, l'exemple de démocratie directe avec le Chiapas. Et le sujet numéro 4, c'est l'exemple de la contestation du pouvoir algérien au printemps 2019. Donc, on peut passer aux modalités justement de l'exposé. Avec, comme vous le voyez, la classe qui est répartie en groupes de 4 élèves. C'est pour ça aussi que pour chaque sujet, il y avait 4 sources différentes d'informations qui étaient proposées. Dans chaque groupe, un orateur et 3 préparateurs. La présentation qui est attendue des élèves, c'est une présentation de 5 minutes par l'orateur. C'est une prise de parole en continu qui comporte une courte introduction, 2 ou 3 axes d'analyse et qui peut s'appuyer sur un document. Donc, je vous ai résumé les étapes. Il y en a 5. La première étape, le choix des sujets et la composition des groupes. L'étape 2, c'est un travail préparatoire individuel puisque chaque élève dispose d'une ressource, un article ou un site internet. Eh bien, la personne le consulte, relève et explique les questions et les problèmes que pose le système démocratique présenté dans l'article et dans le sujet qui a été choisi. C'est à l'étape 3 véritablement que l'oral commence, puisqu'on a un travail préparatoire collectif. Chaque élève présente finalement aux autres membres du groupe son travail individuel et les élèves communiquent pour formuler une problématique en lien avec le thème « Penser la démocratie ». Donc on entre cette fois-ci dans l'oral pour communiquer, mais aussi l'oral pour penser. Et à ce moment-là, on a aussi une préparation collective de l'exposé, puisqu'on est à cette fois-ci dans une production orale co-construite par groupe. Alors, on va pouvoir passer aux étapes 4 et 5. Merci. L'étape numéro 4, comme chaque groupe est composé d'un orateur et de 3 préparateurs, eh bien, les élèves préparateurs se mettent dans la posture du coaching, puisque c'est eux qui préparent leur camarade qui va passer par la suite avec une grille d'évaluation qui est donnée aux élèves et que je vous présenterai à la fin. L'étape 5, c'est l'exposé entre pairs, puisqu'une fois que la préparation est terminée, chaque orateur présente l'exposé à 3 autres groupes. C'est ce que j'ai essayé de vous représenter avec ce schéma. L'orateur, c'est celui qui porte la parole du groupe. C'est un oral monogéré. Le discours est pris en charge et généré par un seul émetteur. Et lorsque les autres élèves qui auparavant étaient dans la position de préparateur, là, se retrouvent dans la position d'écoute active. Et donc, finalement, vous voyez, si on prend l'élève rouge, eh bien, il va présenter 3 fois l'exposé du groupe aux 3 autres groupes, ce qui fait qu'on a une rotation et donc ce qui évite justement ce que Lydie disait, l'exposé où on a un seul élève ou un groupe d'élèves face à toute la classe. Non, on va avoir là un élève qui à chaque fois va être face à 3 autres élèves et les élèves en écoute active peuvent prendre des notes, posent des questions. Il y a 3 minutes de questions après les 5 minutes de passage. Et ensuite, eh bien, ces préparateurs peuvent prendre des notes, résumer les enjeux de l'exposé qui leur a été fait et cette prise de notes peut être partagée sur le NT, ce qui fait que tous les élèves ont accès à l'ensemble des exposés. Et on passe donc à l'évaluation, évaluation qui est par les pairs ici, et non pas par l'enseignant qui, lui, va avoir un rôle de coordinateur, mais qui ne peut pas écouter les 4 orateurs en même temps, bien entendu. Pour terminer donc cette grille d'évaluation, vous pouvez le voir en rouge, ce sont les éléments qui ont été repris de la grille indicative du BO sur le grand oral. Donc on avait identifié deux thèmes, la qualité orale et la qualité du discours. Et dans le groupe, on a travaillé, notamment avec Monsieur Providence, pour rajouter des éléments sur la qualité du contenu. Et c'est ce que vous avez en jaune. Je ne rentre pas dans le détail de la grille, puisque vous pouvez la voir maintenant, et puis elle sera dans le PowerPoint final. Et je repasse la parole à mon collègue. Merci.
Alors, en ce qui concerne l'activité que je vais vous proposer, donc ça correspondra à la 4 sur le PowerPoint qu'on vous communiquera. Donc, ça s'intitule le brainstorming des disciplines. Alors, il y a plusieurs temps, hein, ça s'organise de la même façon. Tout d'abord, un temps 1 où le professeur va distribuer un corpus de documents sur un thème d'actualité. J'ai choisi de traiter donc, le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie à propos du Haut-Karabakh. Et l'idée, c'est qu'en fait, la classe va être divisée en 4 groupes d'élèves, chaque groupe étant spécialisé dans l'une des disciplines de la spécialité. À l'intérieur de ces groupes, il y en a un élève qui est chargé d'une mission particulière. Il est censé suivre et noter précisément les évolutions de la discussion au sein de son groupe. On verra un peu plus tard quelle fonction il a après. Le temps numéro 2, c'est un temps de lecture des documents, du corpus documentaire. Et puis les élèves, en fonction de la matière qu'ils incarnent, eh bien, doivent formuler des questions sur l'ensemble documentaire qui leur est proposé. Le temps numéro 3, il est consacré à la lecture par les groupes des questions qu'ils ont adressées à leur corpus, et la classe choisit donc les plus pertinentes. J'ajoute ici que la compétence argumentée est également travaillée par les élèves, puisque chaque groupe, d'une certaine manière, défend les questions qu'il a choisi de retenir. L'évaluation se fait par le professeur et la classe, ce qui nous amène au temps 4. Donc justement, il y a une évaluation collective de la qualité des questions retenues, de la pertinence par rapport au thème 3, puisque c'est le thème 3 sur les frontières, à partir duquel eh bien, on va construire ce raisonnement. Et c'est là que l'élève qui avait la mission particulière intervient, puisqu'en fait, il va faire son compte-rendu, et il va y avoir aussi une discussion collective avec la classe pour déterminer le bien fondé, finalement, de ce qui a été abandonné ou au contraire conservé par les groupes. Pour conclure, j'ai mis quelques documents qui pourraient intégrer donc, les dossiers documentaires. Alors pour l'équipe géopolitique, par exemple, c'est quelques dispositions de l'accord trilatéral qui a mis fin au conflit. Et les questions, par exemple, que les élèves pourraient se poser, c'est par exemple les particularités d'un conflit gelé, l'implication des puissances régionales, et aussi les représentations liées au conflit, et puis pourquoi pas la mobilisation de la diaspora arménienne. Pour l'équipe qui travaille sur la géographie, une carte, c'est la répartition des territoires suite aux affrontements des années 90, qui pourrait être utilement comparée évidemment à la carte des accords récents de novembre. Et là, les questions que les élèves pourraient se poser, eh bien, c'est fort logiquement l'évolution du tracé des frontières, mais aussi la question de l'échelle pertinente pour comprendre le conflit, l'échelle locale, l'échelle régionale ou l'échelle internationale. En histoire, j'ai choisi par exemple un podcast tiré de France Culture qui porte sur le Haut-Karabakh aux origines du conflit. Là, les questions pourraient porter sur la formation du Haut-Karabakh, l'URSS et sa chute, les affrontements des années 90. Et enfin, pour conclure, pour l'équipe sciences politiques, donc c'est l'étude du pouvoir, eh bien, un des documents qu'on pourrait proposer, c'est une photographie donc, des manifestations contre le Premier ministre arménien, donc Nikol Panicyan. Et là, les questions pourraient se poser aux élèves à partir de leur corpus, ce serait les profils et pertes de puissance retirés par les acteurs impliqués, les contestations du pouvoir et bien aussi en Arménie suite à la signature du traité du cessez-le-feu, et on sait par exemple que eh bien, le Premier ministre, son départ précisément est prévu pour le mois prochain, donc pour le mois d'avril. Voilà, nous en avons terminé. Merci à vous. Donc, nous donnons la parole à Monsieur Jolivet et Monsieur Mitzimaker pour la dernière présentation. Oui, bonjour, ça va, vous nous entendez? Enfin, vous m'entendez? Très bien, Monsieur Jolivet. D'accord. Donc, avec David, nous, on a travaillé sur la partie entretien du grand oral. Donc, réfléchir à la façon dont on pouvait travailler avec les élèves sur les interactions dans le cadre de la classe. Alors, on va d'abord expliquer un petit peu la réflexion qu'on a suivie, et puis ensuite, David présentera quelques exemples de dispositifs pédagogiques. Donc, on est parti évidemment du texte décrivant le déroulement de l'entretien du grand oral. Et donc, la partie interaction, ce sont les deuxième et troisième temps. Et quand on regarde les textes, on voit que ces interactions, elles reposent en fait sur trois types
d'échange, un échange qui amène le candidat à préciser et approfondir sa pensée, on y reviendra. Un autre type d'échange qui amène le jury à évaluer la solidité des connaissances et des capacités argumentatives du candidat en l'interrogeant sur différentes parties du programme. Et puis enfin, dans le troisième temps de l'échange, celui qui porte donc sur le projet d'orientation du candidat, les échanges amènent plutôt le candidat à exprimer une réflexion personnelle et à exprimer ses motivations, donc à défendre un point de vue, à s'engager dans sa parole. Alors ensuite, on a regardé évidemment les critères de réussite de cet entretien. Et quand on regarde donc pour les deux colonnes, hein, qualité des connaissances et qualité de l'interaction, pour atteindre un niveau très satisfaisant, il faut que le candidat soit capable, d'une part, de maîtriser ses connaissances, d'autre part, de les exprimer de façon claire, et enfin, comme je l'ai dit précédemment, de s'engager dans sa parole, de réagir aux échanges, et donc de s'appuyer sur ces échanges pour exprimer un point de vue. Voilà, donc c'est un petit peu à partir de ces deux textes officiels qu'on a essayé de construire notre réflexion. Donc, on s'est interrogé sur les objectifs de la préparation de l'élève à cet entretien. On en a donc dégagé 3. D'abord, permettre à l'élève de développer sa capacité d'écoute et en particulier donc, de prendre en compte la parole de l'interlocuteur, c'est-à-dire de bien comprendre la question qui lui est posée, et également être attentif aux signes non verbaux émis par le jury. Ensuite, il s'agit de développer la capacité de l'élève à construire des réponses pertinentes, à la fois en mobilisant ses connaissances et en les exposant clairement. Et puis enfin, il s'agit donc de développer la capacité de l'élève à s'engager dans sa parole. Donc, pour répondre à ces 3 enjeux, nous sommes partis de l'idée qu'il pouvait être intéressant d'apprendre aux élèves à identifier les types de questions qui pouvaient leur être posées et à y répondre. Voilà. Et c'est ça qui a un petit peu structuré notre réflexion dans cette présentation. Alors, on a essayé donc d'identifier les types de questions qui pouvaient être posées aux élèves. On en a identifié 3. Donc, il est évident que lors de cet entretien, les examinateurs n'auront pas cette grille en tête puisque c'est nous qui l'avons construite et que les questions ne seront pas aussi formalisées ou en tout cas aussi forcément clairement identifiables que ce qu'on a fait là, mais on s'est dit que ça pouvait constituer donc un guide pour les élèves pour expliciter voilà, les attendus des questions posées. Alors, on a dégagé, je disais, 3 grands types de questions. D'abord, des questions qui peuvent amener l'élève à expliciter son propos. C'est-à-dire que pendant son exposé, l'élève a tenu des propos qui peuvent être ambigus, confus, approximatifs, et on va lui demander de préciser, d'expliciter ce qu'il a dit. Donc, le type de réponse attendue, c'est la deuxième colonne du tableau. Il s'agit donc bien pour l'élève de reformuler ce qu'il a dit pour mieux faire comprendre à l'interlocuteur ce qu'il a voulu dire. Alors, on a donné à chaque fois un exemple de questions qui pourraient être posées aux élèves à partir donc de l'exemple de la guerre de 7 ans dans le cadre du thème sur faire la guerre, faire la paix. Donc, par exemple, ici, la question pourrait être: vous avez dit que la victoire anglaise dans la guerre de 7 ans était en partie due à son modèle politique. Est-ce que vous pouvez préciser la relation entre les deux? Donc, l'élève a émis l'hypothèse d'une relation de causalité entre la victoire anglaise et la guerre de 7 ans, mais n'a pas expliqué où était le lien entre les deux, et donc on lui demande de le préciser. Et donc ici, eh bien, les critères de réussite, c'est la dernière colonne du tableau, sont que l'élève doit être capable d'identifier l'approximation qui a été la sienne, et doit être capable donc de reformuler son propos sans le répéter à l'identique, sinon ça ne sert à rien, mais en clarifiant son propos initial. Deuxième type de question qui peut être posée à l'élève, ce sont des questions qui l'amènent à mettre en perspective son propos, à le compléter, c'est-à-dire à aborder un aspect du sujet qu'il n'a pas abordé lui-même ou une autre façon de l'envisager, par exemple en fonction des disciplines. Donc ici, pour l'élève, il s'agit bien d'être capable de mobiliser des connaissances pour mieux informer son interlocuteur, apporter des compléments d'information. Donc, par exemple, sur la guerre de 7 ans, la question pourrait être: vous avez bien contextualisé la guerre de 7 ans, donc une approche historique.
pouvez-vous indiquer ses implications ou ses conséquences à différentes échelles, donc une approche géographique. Ici, donc, l'élève, pour réussir à répondre de façon pertinente à la question, doit être capable de mobiliser ses connaissances, de les articuler explicitement à la question posée, montrer qu'il a compris la question, et enfin, être capable évidemment d'exposer clairement sa réponse. Enfin, dernier type de question qui peut être posée à l'élève, une question qui l'amène à s'engager dans son propos, à défendre un point de vue, ou éventuellement un point de vue différent du sien. Ici, il s'agit donc pour l'élève d'argumenter pour convaincre l'interlocuteur. Sur la guerre de 7 ans, par exemple, pensez-vous que la guerre de 7 ans puisse être considérée comme une guerre mondiale avant l'heure? Voilà. Donc ici, l'élève doit donner une réponse dans laquelle il s'engage, il va défendre un point de vue. Donc ici, évidemment, les critères de réussite consistent pour l'élève à exposer clairement le point de vue qu'il défend et à l'appuyer sur des arguments, des exemples, des faits, des chiffres, des citations qui soient pertinents. Voilà, donc c'est à partir de cette grille, en quelque sorte, qu'on a réfléchi à des dispositifs pédagogiques et je laisse la parole à David pour en présenter quelques-uns. Bonjour à tous. Donc, nous allons vous présenter quelques dispositifs. Alors, le PowerPoint présente 4 dispositifs. Là, précisément, je vais vous en présenter 2 que nous avons pensés avec Bertrand et qui permettent justement aux élèves de s'exercer à répondre à ces différentes questions. Alors, le premier dispositif qu'on aimerait vous présenter, c'est celui de la conférence de presse. Une conférence de presse qu'il est possible d'organiser 1 à 2 fois par thème, qui peut être d'une durée d'une dizaine de minutes. L'objectif étant véritablement que les élèves s'exercent à expliciter leur point de vue, à le compléter ou à s'engager dans leurs paroles. La démarche est la suivante. À chaque début de séance, séance de 2 heures, un binôme d'élèves présente un court argumentaire de 4-5 minutes, préparé à la maison, dans lequel il défend un point de vue engagé sur une question d'actualité qui s'inscrit donc dans le programme et qui fait débat dans la société. Alors, le premier cas de figure, c'est que pendant l'exposé, 3 élèves journalistes sont chargés de poser chacun une question aux exposants. L'un prépare donc, suivant ce que vous a dit Bertrand, une question pour expliciter le point de vue, un autre une question pour compléter et mettre en perspective ce qui a été dit pendant l'intervention des élèves, et puis une troisième question qui engagerait le point de vue du candidat. Un deuxième dispositif est possible pour varier un petit peu les situations d'apprentissage, c'est qu'avant la séance, un élève journaliste doit se renseigner sur le sujet et préparer des questions en amont, ce qui suppose qu'ils prennent en compte les réponses pour adapter les nouvelles questions. Ouais. Alors, l'exemple que nous avons retenu s'inscrit dans le thème 4, autour du patrimoine, identifier, protéger et valoriser le patrimoine, les enjeux géopolitiques. Et donc, c'est une expérience que nous avons menée en cours. C'est un exemple de conférence de presse qui porte sur le choix de l'inscription de tel ou tel élément de patrimoine au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avant la séance, les élèves préparent donc leur exposé en s'appuyant sur l'article Géoconfluence, la notion de patrimoine, et le professeur peut leur donner également les critères du classement les critères de sélection au patrimoine mondial de l'UNESCO. Puis, lors de la séance, les élèves défendent leurs propositions sans notes. Ça les prépare à la première partie de l'oral. Puis, 3 élèves journalistes préparent chacun une question pour expliciter, mettre en perspective ou encore s'engager dans leur parole. Alors, ça donne ce petit, voilà, ce dispositif-là. Je vous laisse un peu prendre connaissance de la diapo. Donc, les deux élèves, le binôme qui a présenté son inscription, là l'exemple, c'est des élèves qui auraient proposé la baguette de pain pour l'inscrire au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Alors, voilà les questions finalement qu'on pourrait poser en conférence de presse. Une question pour expliciter. Vous avez affirmé qu'il existait une culture de la baguette de pain déjà inscrite à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel. Pouvez-vous préciser ce que signifie cette culture? Deuxième question qui, elle, a pour but de compléter le point de vue de l'élève. Pouvez-vous nous dire quelle est la géographie de la baguette de pain?
Et puis, troisième possibilité, une question pour s'engager. Pourquoi avez-vous choisi la baguette de pain? Ou alors une question qui a trait à une actualité un peu plus brûlante, ou en tout cas, voilà. Que pensez-vous du récent débat sur le classement du couscous au patrimoine mondial de l'UNESCO? Voilà pour cet exemple de conférence de presse. Autre dispositif que nous aimerions vous présenter, une situation que nous avons l'habitude de mener en classe, une situation donc qui est celle du débat, que l'on peut organiser une fois en cours de séquence, qui peut durer 2 heures hein, pour l'organiser. Et là, toujours le même objectif, que les élèves s'emparent de questions, hein, à la fois pour mettre en perspective et pour s'engager. Alors la démarche, elle est assez classique. Hein. Dans un premier temps, le professeur donne la question du débat. Les élèves effectuent des recherches par petits groupes. Ce temps de recherche et ce temps de travail collectif peut durer 1 heure. Puis, un deuxième temps, lors du débat, chaque groupe a la parole tour à tour en changeant d'orateur à chaque fois, avec pour obligation de repartir de ce qu'a dit le groupe précédent. Alors, 2 cas de figure sont possibles. Un débat sous la forme d'une controverse, comme jeu de rôle. Hein. Chaque groupe défend un point de vue d'acteur et effectue ses recherches en conséquence. Ou alors un débat plutôt scientifique. Dans ce cas, chaque groupe présente une expertise disciplinaire en histoire, en géographie, en géopolitique ou encore en sciences politiques et effectue ses recherches en conséquence. L'exemple qui a été mené en classe s'inscrit toujours dans le thème sur le patrimoine et portait donc sur les frises du Parthénon. Les frises du Parthénon conservées au British Museum doivent-elles être rendues à la Grèce? Donc, dans un premier temps, les élèves sont répartis en 2 groupes, chacun défendant un des 2 points de vue possibles. Ils identifient dans un corpus documentaire les différents arguments. Puis, les 2 groupes sont disposés face à face, prennent la parole alternativement, avec comme règle qui a été donnée aux élèves que chaque argument doit obligatoirement répondre à celui donné par le groupe adverse. Et finalement, le jeu que le professeur est en train de créer est le suivant. Le premier élève du groupe 1 donne un argument auquel répond le premier élève du groupe 2, auquel répond le deuxième élève du groupe 1, etc., etc. Un peu comme le principe de notre jeu d'enfant, un principe marabout, bout de ficelle. Alors concrètement, je vous laisse sans trop la commenter, hein, cette diapo. Et vous voyez le jeu hein, entre le premier élève, le deuxième, et à chaque fois donc un jeu de questions-réponses, un jeu d'argumentation qui se construit au fur et à mesure donc du débat. Alors, dans ce type de dispositif, le rôle du professeur est celui d'animateur-régulateur. Il distribue la parole, il peut veiller à l'articulation entre les arguments échangés, et puis il peut intervenir pour questionner un élève en reprenant exactement le même code de question que Bertrand évoquait en début de présentation, c'est-à-dire par exemple une question pour expliciter, peux-tu préciser ce que tu entends par vol, ou des questions pour mettre en perspective, existe-t-il d'autres exemples de vol de ce type, ce qui permettrait d'évoquer les collections dans d'autres grands musées du monde. Voilà pour cette présentation, vous y retrouverez donc 2 autres situations, mais notre intervention s'arrête là. Merci à vous tous pour l'ensemble des présentations. Des questions donc, ont été adressées aux différents binômes dans le chat. La première s'adresse à Madame Trescaz et à Madame Salvagnac. Est-ce que vous nous entendez? Oui, mais je ne vois pas la question. Oui. La collègue s'interroge et se demande s'il serait possible que la grille en fait construite en début d'année de seconde soit utilisée également en première et en terminale, voire en la complexifiant. Alors absolument, c'est l'idée. Pardon Céline, tu veux peut-être répondre, excuse-moi.
Non, j'allais rebondir de la même façon. Oui, oui, c'est absolument l'objectif, que ce soit dans l'idéal la même grille et si possible aussi en discussion avec l'ensemble des collègues et voire enfin, d'histoire-géographie et plus largement d'autres disciplines pour que effectivement les élèves aient toujours le même repère et que cette grille soit petit à petit complexifiée, enrichie et adaptée au type d'exercice demandé. C'est bien effectivement, c'est bien l'objectif. On a construit des grilles plus globales qui seront mises en ligne également. L'intérêt, c'est justement de voir aussi, pardon, de voir à la fin de chaque année à quelle grille on est arrivé finalement au cours de l'année et de la reprendre en début d'année suivante pour la recomplexifier voilà, à cette occasion-là. Donc c'est pour ça que le travail en équipe nous semble important. Merci. Alors, concernant la proposition de M. Ptenas et de M. Providence, on a d'abord une observation sur le fait que il était très intéressant de faire circuler la parole entre les élèves. Il est noté qu'il y a un travail de groupe et que les élèves échangent entre eux. Alors, il y a deux questions. C'est la première, comment les groupes ont été constitués? Et puis, il y a une autre question, c'est est-ce que les séances ont été mises en œuvre? Et puis, du coup, quel est le retour des professeurs sur la prise de parole des élèves? Je vais répondre sur la constitution des groupes. Pour mon activité, en tout cas, la constitution des groupes, elle se fait en fonction des matières, en fait. Et selon effectivement le nombre d'élèves dans chaque groupe, eh bien, il y a des équipes qui pourront travailler dans la même matière, histoire de faire en sorte que les groupes soient un petit peu moins importants et de faire en sorte que ça fonctionne un peu mieux. Voilà. À titre personnel, moi, les groupes, ce sont les élèves qui le font. En tout cas, dans ce cadre de figure-là, c'est des classes qui fonctionnent bien, entre guillemets. Donc, c'est les élèves qui spontanément font les groupes. Je n'ai pas non plus imposé d'orateur. Malgré tout, c'est un travail que je n'ai fait qu'une fois l'année dernière. C'est un travail qui est assez long finalement, même en termes d'investissement pour les élèves. Donc, on ne peut pas le faire. C'est pas du travail quotidien comme l'autre activité qui peut être proposée dans le PowerPoint final. Et après, sur le retour des élèves, enfin le retour d'expérience, ça s'est passé de manière générale comme j'avais pu le prévoir. Finalement, il n'y a pas eu de flottement. Ce qui est le plus difficile, et ça je l'avais déjà remarqué, mais c'est peut-être aussi parce qu'il n'y a pas de culture dans mon établissement, c'est sur l'évaluation par pair. C'est pas une habitude dans l'établissement et du coup ça fonctionne moins bien. Voilà ce que je peux dire sur mon retour d'expérience. Merci. Alors, une question pour Madame Carrara et Monsieur Huillard. Lors de la présentation de l'exposition, la question porte là-dessus, sur ce moment-là, est-ce que les élèves ont des notes pour faire cette présentation ou est-ce qu'ils la font sans notes? Dans la proposition, enfin les deux sont possibles. J'ai testé le dispositif avec ma classe de première générale. La première fois, ils avaient des notes. La deuxième fois, qui est dans 1 ou 2 semaines, peut-être ils n'auront pas de notes. Et pour les terminales en spécialité, on a commencé directement sans notes. Mais il n'est pas, enfin, c'est au jugement, enfin, c'est à l'appréciation du collègue qui met en œuvre le dispositif. Tout est possible. En tout cas, une des consignes sur lesquelles je n'étais pas revenue tout à l'heure, c'est que le support visuel, donc là en l'occurrence, c'était vraiment un support non informatique parce que ça suppose sinon qu'il y ait plusieurs postes informatiques dans la salle. Donc, je leur avais donné des feuilles A3 qu'ils avaient collées les unes à côté des autres pour faire une grande affiche. Et le support visuel ne devait pas
comporter de phrases écrites. Donc ça constitue un support. Et par ailleurs, la première fois, ils avaient des notes pour les premières. Voilà. Merci. On va peut-être enchaîner avec des questions d'ordre plus général sur le grand oral qui ont été aussi proposées sur le chat. Alors, on avait une première question, je la lis. Que font les élèves pendant les 20 minutes de préparation? Et par exemple, s'ils produisent un schéma, peuvent-ils l'utiliser lors de leur exposé? Pendant le grand oral. Donc, la période de préparation des 20 minutes, c'est un temps pour le candidat de mise en condition, de remobilisation des connaissances et des étapes de l'exposé, de la présentation de la question. Donc, c'est aussi un temps où le candidat peut préparer le support qui lui est destiné ou qu'il va présenter et donner au jury. Voilà des éléments que mes collègues vont compléter. À ce moment-là, il donne le document pendant la phase de l'entretien, mais pas pendant ces 5 minutes de prise de parole en continu. Il peut par contre le remettre au début de l'entretien pour échanger dessus avec les membres du jury. C'est ce qui est indiqué dans la FAQ, me semble-t-il, qui est paru sur le site du ministère. Et sur le support, il est également possible au candidat de s'appuyer sur, par exemple, un tableau blanc qui sera dans la salle pour appuyer son propos dans la phase d'échange qui suit la première partie de l'épreuve. Sachant bien sûr qu'il s'agit bien d'utiliser ce tableau, par exemple, comme un support, mais que l'important, c'est que le candidat continue à s'adresser directement au jury. Ça ne se substitue pas à la parole du candidat. Ensuite, on a une autre question très pratique qui demande si les professeurs qui enseignent la GSP en première peuvent être convoqués pour être membres du jury du grand oral. Au mois de juin, donc la réponse est oui. Le vivier des enseignants qui seront mobilisés pour le grand oral sont à la fois les enseignants de première et de terminale, tout simplement parce que le vivier des enseignants de terminale ne serait pas suffisant. Il en sera même aussi pour les épreuves écrites. Cette année, elles sont annulées, mais pour l'an prochain, ce sont tous les enseignants qui interviennent en GSP première ou terminale qui sont mobilisés pour les examens écrits, enfin les épreuves écrites ou orales liées à cet enseignement. Alors, on a une autre question sur le grand oral encore, compte tenu de la situation de l'année dernière et de cette année, qui fait que les élèves n'auront pas traité toutes les parties du programme, comment le jury en seront-ils informés? Alors, la question n'a pas été prévue dans les textes, les circonstances sont particulières et la question elle se pose. Alors, mon sentiment, c'est que nous faisons confiance à la bienveillance du jury qui va s'assurer auprès des candidats du fait que tel ou tel point du programme n'a pas été traité pour amener le candidat à s'appuyer sur les questions qui, elles, ont été traitées telles qu'énoncées par le candidat. C'est un élément à prendre en compte. Et le jury n'est pas là pour sanctionner, pour mettre en difficulté le candidat, mais pour mettre en valeur ses acquis, ses progrès, sa maîtrise de l'oral, sa maîtrise des contenus, dans un esprit de bienveillance, surtout qu'on est donc dans un contexte très particulier et que c'est aussi la première année de mise en œuvre, nous l'espérons tous, du grand oral. Nous avons répondu à l'ensemble des questions qui avaient été posées. Donc, une question, y aura-t-il une harmonisation en amont de ces épreuves orales? Non, il n'est pas prévu d'harmonisation en amont.
ce que nous envisageons l'inspection donc en histoire-géographie sur Créteil, c'est d'organiser donc un autre webinaire exclusivement consacré donc à l'évaluation et à l'épreuve, notamment le rôle du jury pendant les 20 minutes. Est-ce que les jurys seront internes à chaque établissement? Alors, là, l'organisation, elle est dans la main du siècle, qui va déterminer les centres d'examen et qui va ensuite répartir les candidats et les examinateurs dans ces différents centres. Un des principes, ce sera aussi de ne pas, pour un jury, de ne pas évaluer un élève, un candidat qu'il connaîtrait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, vous retrouverez toutes les présentations sur le site académique, ainsi que le diaporama de présentation. Et je ne sais pas si vous voyez, mais donc, dans la dernière vignette figure quelques ressources sur le grand oral et l'oral en général que vous pouvez aller consulter, notamment donc la foire aux questions du site du ministère qui est quand même mise à jour et enrichie régulièrement. Nous vous remercions pour avoir participé donc à ce webinaire et nous vous souhaitons donc une bonne continuation malgré le contexte difficile. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.